Je suis Kate Humble et j'ai toujours été fascinée par les peuples nomades. Ils sont constamment en mouvement. Quel voyage magnifique! Et traversent les contrées les plus reculées et les plus inhospitalières. Où est la voiture balai? Les nomades entretiennent un rapport intime avec la nature. En apparence, leur existence d'aventurier fait rêver. C'est un endroit magique. Mais c'est loin d'être une vie facile. Il fait si froid qu'on peut se sentir mal. Leurs traditions sont menacées. Les rennes n'avaient plus rien à manger, ils sont morts pour rien. Et ils souffrent de plus en plus. Tais-toi ou je démonte ton camp. Je vais partager la vie de 3 tribus nomades. Au Népal, bonjour. En Mongolie, enchanté. Et en Sibérie, avec les Nénets. C'est totalement grisant. Ces éleveurs de rennes ont toujours vécu en marge de la société russe. Mais aujourd'hui, l'industrialisation menace leur mouvement migratoire. Et leur avenir est incertain. La péninsule de Yamal, dans le nord de la Russie, est un immense désert gelé qui s'étend au-delà du cercle polaire. C'est le territoire d'un peuple nomade appelé les Nénets. Dans leur langue, Yamal signifie « bout du monde », un mot qui prend ici tout son sens. Moins 26, c'est la température de l'air. Mais avec le vent, la température ressentie est de moins 35 degrés 3. Je ne suis jamais allée dans une région polaire, en plein cœur de l'hiver. Je ne me sens pas du tout préparée à vivre dans un environnement comme celui-ci. Et par ces températures. Il m'est impossible d'imaginer que des hommes puissent faire le choix de vivre dans une région pareille. Les Nénets et leurs troupeaux de rennes survivent à ces conditions extrêmes depuis des générations. Mais aujourd'hui, leur mode de vie traditionnel est gravement menacé. Comme un peu partout dans le monde, c'est un paysage qui change très rapidement. Et notamment d'un point de vue climatique. En 2013, une variation brutale des températures en plein hiver a entraîné la mort de plusieurs milliers de rennes. Mais autre chose les menace. La découverte de gigantesques réserves de gaz dans le nord de la péninsule a entraîné l'arrivée de machines, la construction de routes et de chemins de fer. Ces infrastructures liées à l'exploitation du gaz entravent les routes migratoires des Nénets. J'aimerais leur demander comment ils perçoivent cette industrialisation et comment ils résistent à cette pression croissante. C'est le début du mois de décembre et nous sommes sur le cercle polaire, dans la petite ville de Salekhard. Des véhicules tout-terrain à 6 roues vont nous conduire à 200 km au nord. Là-bas, nous avons rendez-vous avec une famille de Nénets qui s'apprête à migrer vers le sud. Ils vont traverser la toundra, une étendue à la végétation rase, dont le sol, appelé permafrost, est perpétuellement gelé en profondeur. Nous avancions très péniblement sur cette route presque impraticable, et soudain, le véhicule devant nous, qui transporte le carburant et une grande partie de notre matériel, a perdu une roue. Regardez la taille de la roue en question. Les pauvres Sergueï et Igor doivent trouver une solution.
Un moyen de la remonter sur la remorque. Tu n'y arrives pas? Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce cric pourri? À la tombée de la nuit, la température chute à -40. Entreprendre une réparation dans ces conditions est extrêmement difficile. On n'a pas pu remonter la roue hier soir, donc on a terminé ici, dans l'un des étranges postes de commerce qui bordent la voie ferrée. Il était minuit et tout le monde a décidé que si on trouvait un endroit où dormir, on ferait escale pour la nuit. On a trouvé une pièce de rechange, miraculeusement. Sergueï et Igor sont en train de la souder. Mais on a passé la nuit ici, dans un conteneur maritime, entassés les uns sur les autres. Franchement, si on atteint le campement Nenets aujourd'hui, ce sera un miracle. Cet ancien poste de commerce sert de dépôt à Gazprom, le géant russe de l'énergie qui exploite les gisements de gaz. Il sert aussi d'abattoir à Rennes, comme beaucoup d'autres éparpillés dans la péninsule. Ces dernières années, de nombreux Nenets ont été contraints de renoncer au nomadisme, et certains travaillent ici désormais. Il paraît que les conditions climatiques ont été très mauvaises pour les rennes l'an dernier, et que beaucoup d'éleveurs comme vous ont perdu des bêtes. Il y avait une double couche de glace et mes rennes ne pouvaient pas atteindre l'herbe en dessous. Mes rennes n'avaient plus rien à manger. Ils sont morts pour rien. S'ils étaient encore vivants, je ne serais pas là. Sans mes rennes, je ne pouvais plus me déplacer. J'étais obligé de marcher. Et quand je rentrais au camp, il n'y avait plus de bois pour le feu et ma famille souffrait. Alors quand l'hiver est arrivé, je suis venu à pied jusqu'ici pour chercher du travail. Ça fait 3 mois que je suis là. Tout ce qu'on fait, c'est massacrer des animaux. Ça n'a pas de sens, je ne peux pas continuer. Mon corps et mon âme sont là-bas, dans la toundra, avec mes rennes. Ici, ce n'est pas une vie. Cette histoire déchirante est devenue monnaie courante dans la péninsule. En 2013, plus de 15 000 rennes sont morts et une soixantaine de familles se sont retrouvées ruinées. Y a-t-il une chose que vous critiquez, une responsabilité que vous voulez dénoncer? Je pense qu'on a trahi nos rennes. Quand on les a troquées contre des motoneiges. Oui, oui. On ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes, vous comprenez? Il n'y a pas eu de suicide chez vous, après la mort des rennes? Si, certains se sont suicidés. Lorsqu'on scie la branche sur laquelle on est assis, lorsqu'on ne s'estime pas, lorsqu'on ne se respecte pas, alors personne ne nous respecte. Le véhicule réparé, il nous reste 100 km à parcourir. La température a encore baissé. Il fait -54. À peine avons-nous repris la route que presque immédiatement, on a crevé. Pendant qu'il tentait une réparation, le diesel a commencé à geler dans les 2 véhicules. Donc plus rien ne marche. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que si on s'enfonce encore plus loin dans la toundra, on risque de se retrouver bloqué au milieu de nulle part.
Tous ces problèmes mécaniques nous ont fait manquer notre rendez-vous avec la famille Nenets. Nous n'avons pas d'autre choix que de retourner au point de départ en ville à Salekhard. Me retrouver là-bas, dans ce poste de commerce, m'a permis d'entrevoir un autre mode de vie. Je suis profondément attristée par l'existence tragique des anciens nomades que j'ai rencontrés. Ces hommes tuent des rennes à longueur de journée. C'est leur travail. Alors que toute leur vie tournait autour de ces animaux. Ils vivaient avec eux. Ils s'occupaient d'eux. Même le plus solide des êtres humains ne peut pas résister à cela. Après notre rendez-vous manqué, nous devons trouver un autre groupe qui accepte de nous accueillir. On part en quête d'une nouvelle famille nomade. Ce véhicule-ci est à essence, donc normalement, le carburant ne devrait pas geler, bien qu'il fasse encore un froid mordant dehors, moins 35. Nous nous dirigeons vers un autre abattoir où des familles Nenets viennent livrer leurs bêtes. C'est là? On est arrivé? L'abattoir est là-bas. À cette époque de l'année, les nomades convergent de tous les campements alentours pour vendre une partie de leur cheptel. On va rassembler les rennes. L'argent de la vente va leur permettre de subsister pendant toute une année. On va avancer. Allons voir de plus près. Un tel nombre de rennes est un spectacle impressionnant, mais triste quand on sait le sort qui les attend. Tout dans l'animal est utilisé. La viande alimente un marché international lucratif, tandis que la fourrure sert à l'habillement. La sensation de froid est indescriptible. Il fait si froid qu'on peut se sentir mal, surtout dans l'effort. J'ai l'impression d'avoir été téléportée au milieu de cette scène ahurissante de combat contre la mort. C'est difficile à décrire quand on a le cerveau congelé. Il fait tellement froid. Je sens mes cils collés à ma peau. La péninsule de Yamal abrite la plus importante population de rennes au monde. Environ 600 000 animaux élevés par 15 000 nomades. C'est triste. Le premier renne que je caresse est sur le point d'être abattu. Mais il faut le considérer comme un moyen de subsistance pour ses propriétaires. Vous voulez du thé? J'en veux bien aussi, s'il te plaît. Une fois les rennes enfermées dans l'enclos, leurs propriétaires vont se réchauffer dans le bâtiment commun. C'est mieux? On fait l'autre? Ouh, elle est froide. Elle réchauffe les mains et les joues de ma fille. Plusieurs familles sont rassemblées ici, mais l'une d'elles me semble particulièrement sympathique.
Natacha, qui vit près de votre famille? Notre voisin Yegor, qui est le frère de Kostia, et des amis de la famille. Vous allez vous remettre en route quand vous en aurez fini ici, Natacha? Oui, on va attendre que tout le monde s'en aille et on partira aussi. Est-ce que je peux vous accompagner dans votre voyage pour découvrir le mode de vie des nénettes? Oui, bien sûr. Si tu es capable de marcher dans la neige, tu peux venir. Mais tu y arriverais mieux si tu étais un homme. Ce sont les femmes qui commandent, toujours. Elle y arrivera. Laisse-la essayer. Nous partons vers le campement familial. Natacha et sa fille nous indiquent la route à prendre, tandis que Kostia, son mari, nous suit sur son traîneau. Tout droit, puis à gauche. On le verra de la route. Il faut rouler pendant 1 heure dans la neige et traverser une rivière gelée. Désolé. C'est pas grave. Tu conduis très bien, Daniel. Ne t'en fais pas. Regardez au bord de la route. Il y a quelqu'un dans un arbre. Dans un arbre? Oui. Alors, ça capte? Il y a du réseau? Il y a un homme dans un arbre. Je me demandais bien ce qu'il faisait. Apparemment, il essaie de téléphoner. C'est le nomadisme moderne. C'est magnifique, regardez. C'est quelle tente? Quelle est votre tente, Natacha? Celle-là? Natacha et Kostia approchent de la fin de leur migration saisonnière de 500 km. En ce moment, ils se déplacent tous les 2 ou 3 jours. Ils voyagent avec 2 autres familles. Juste à côté, il y a Yegor, le frère de Kostia. Et la 3e tante, appelée Tchoum, appartient à leur ami Vitali. Va jouer. Tu peux rester un peu dehors, Kate? Je vais allumer un feu. Il fait froid dans le tchoum parce que je n'étais pas là. D'accord. Ces yurts traditionnels sont tout ce qui protège ces familles de l'hiver sibérien. Une simple ossature en bois recouverte de peau de renne. Sans feu, il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moins 38. Mais quel endroit sublime! Il y a quelque chose d'austère et de désolé dans ces paysages. C'est incroyable de se dire que ces petites pyramides suffisent à maintenir en vie des familles entières dans des conditions aussi difficiles. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point leur vie est spartiate. Tout est là. Kostia doit conduire son troupeau vers de nouveaux pâturages. Pendant que ses voisins rassemblent les bêtes pour tirer le convoi, il prépare l'attelage. Ne marche pas sur la corde. Tu ne dois pas marcher dessus, mais la contourner. Ne marche pas non plus sur les patins. Une femme n'a pas le droit de marcher dessus. La même règle vaut pour les enfants? Non, les petites filles, ça va. Elles sont encore pures. Les enfants peuvent tout faire. Dans la culture nénète, une fille pubère ne peut plus marcher sur les cordes, les barres des traîneaux ou même les bottes des hommes. Cela porterait malheur à la famille et au troupeau. Kostia, quand je vois ça, est-ce que je dois le soulever pour le mettre dans cette position?
Il faut que tu fasses le tour ou que tu le déplaces. Je dois faire le tour. Ça ne concerne que les femmes? Les hommes peuvent marcher dessus? Les femmes ne doivent absolument pas marcher dessus. Le pire, c'est de marcher sur un lasso. Si une femme fait ça, l'homme n'attrapera plus jamais de reine. D'accord. Ces superstitions très anciennes font partie des croyances animistes des Nénètes. Tout dans la nature posséderait une force spirituelle. Quand les filles deviennent pubères, elles entrent en contact direct avec cette force, connue sous le nom de Sayamay. Les reines arrivent. Tu entends les chiens aboyer? Kostya et ses voisins s'occupent de plus de 300 reines. Tout comme leurs ancêtres, ils s'en servent pour se nourrir, se chauffer et se déplacer. Chaque famille possède ses propres bêtes, mais tout le monde s'entraide. Celui qui a les petites oreilles! Kostya, Yegor et Vitali sont capables de reconnaître chacun de leurs reines, même à plusieurs centaines de mètres. Le mâle est beau aussi. Il l'a eu, bien joué. Je crois qu'on est prêt. Les reines des Nénètes sont des cousins semi-domestiqués de l'espèce sauvage. Le gros du troupeau est destiné à être vendu, mais certains servent à tirer les attelages. Quelques-uns sont considérés comme sacrés et ne seront tués que lorsqu'ils seront trop vieux pour marcher. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance des reines dans votre vie? Les reines représentent tout pour nous. S'ils disparaissent, on disparaîtra avec eux. Dans la toundra, on se repose entièrement sur eux. Il a raison. Si je perdais mes reines, je mourrais. Allez, allez! Allez! C'est la première fois que je monte sur un traîneau tiré par des rennes. C'est totalement grisant. Nous conduisons le troupeau vers de nouveaux pâturages pour la nuit, à 4 km de là. Le sol a l'air incroyablement dur. Mais en fait, c'est plutôt souple. Et il court beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Les hommes consacrent toute leur journée aux bêtes. Ils s'assurent qu'elles ont assez à manger et les protègent des prédateurs comme les renards, les aigles, les gloutons et les loups. Je ne sais pas comment on va pouvoir passer sans arracher quelques branches d'arbres. Ici, c'est bien pour les rennes. Il y a du lichen. Au bout d'une demi-heure, nous atteignons une clairière. Les rennes grattent la neige pour accéder au lichen. Ils ne mangent rien d'autre pendant ces longs mois d'hiver. Les Nénètes doivent faire des allées et venues constantes entre le nord et le sud de la péninsule pour que leurs bêtes aient de quoi se nourrir. Le simple fait d'être là avec ces nomades
Après toutes nos mésaventures, c'est vraiment fabuleux. C'était magique de voir Kostya en parfaite harmonie avec ses rennes, ses chiens et son environnement. Je viens de le rencontrer et j'ai déjà le cœur qui fond. Et ce petit chiot s'en est très bien sorti, pas vrai? On voit bien qu'il apprend en regardant les autres. Quand les autres chiens font wouf wouf, il fait wouf wouf. Vas-y, recommence. Vas-y. J'allume le poêle ou on va avoir trop chaud? Ne mets pas trop de bois dedans. Ne t'inquiète pas. Tire sur ta robe. Une fille ne doit pas montrer son corps. Tout le monde se couche ensemble dans le tchoum. La famille d'un côté, mon équipe et moi de l'autre. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Nos hôtes se sont montrés tellement accueillants. Ils ont refusé catégoriquement de nous laisser dormir sous une autre tente seuls. Et ils ont cru qu'on allait mourir. Alors, on a passé la nuit ici, dans leur tchoum. Je pense qu'on va être comme ça toute la semaine. Fatigués. Allons voir le troupeau. La plupart du temps, les hommes s'occupent des rennes, tandis que les femmes veillent sur le foyer. Cette séparation très stricte entre les hommes et les femmes se retrouve aussi dans l'habillement. Il lui faut une jupe plus longue. Elle est grande. Natasha et sa voisine, qui est aussi sa belle-sœur, m'ont dit que porter une salopette était totalement inacceptable. Je dois porter une jupe. Vous fabriquez tous vos vêtements? Oui, on fait tout nous-mêmes. On ne peut pas porter les vêtements des autres. C'est bien comme ça? Oui, c'est bien. Natasha, comment tu as rencontré Kostya? C'est une drôle de question. Ses parents ont tout arrangé. Sa mère est venue me voir et on s'est mariés peu de temps après. Comment ça s'est passé? Tu peux me décrire un mariage nénètse? On porte de très beaux vêtements. Après tout, on ne se marie qu'une fois. On dresse 2 grandes tables ici dans le tchoum et on invite plein de monde. Les aînés nous demandent de nous asseoir en bout de table. Puis, ils nous déclarent mari et femme. Quand vos fils seront grands, vous ferez la même chose pour eux? Ce n'est plus la même époque. Si mes fils veulent vivre dans la toundra, je les aiderai à trouver une femme nomade. Mais s'ils préfèrent être sédentaires, ils trouveront une femme tout seuls. Je l'enfile comme ça? Oui, comme ça. Passe-le par la tête. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Tu es très belle. Viens là. Regardez-nous. On est les plus belles filles de la toundra. Ça te plaît? C'est beau. Le campement de Natasha et Kostya se trouve le long du chemin de fer de Gazprom. Cet après-midi,
le directeur de cette voie ferrée de 500 km de long vient leur rendre une petite visite. Le chemin de fer barre certaines routes migratoires des nénètes, car les rennes et les traîneaux ne peuvent pas franchir les rails. L'industrie du gaz est également pointée du doigt dans la destruction de certains pâturages. Pour cette opération séduction, Alexander Malenchuk est venu avec sa famille. Il dit vouloir se rendre compte de l'impact du chemin de fer sur la vie des nomades. Alors, Galina et Galina, c'est la première fois que vous venez dans la région? Oui, moi aussi. C'est la première fois? Oui. Alexander, vous travaillez ici? Votre travail est basé ici? Oui, j'habite et je travaille dans la péninsule. Je m'occupe de l'acheminement des marchandises vers le gisement de Bovanom-Kovskoye. Après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, de nombreuses multinationales sont venues explorer les immenses réserves de gaz de la toundra. En 2011, c'est le géant de l'énergie russe qui a commencé à les exploiter. Ce projet énergétique au coût astronomique est l'un des plus chers au monde, et c'est un facteur stratégique essentiel de l'économie russe. Comment avez-vous rencontré Kostya et Natacha? J'ai rencontré Kostya l'an dernier quand je campais ici. On a longuement discuté, j'étais intrigué par son mode de vie. Et je voulais savoir l'effet que le chemin de fer avait sur son quotidien. Pour compenser les désagréments subis par les nénètes, la société d'exploitation du chemin de fer a dû faire quelques concessions. On a créé des passages à niveau spécialement pour eux, pour qu'ils puissent traverser les rails avec leurs traîneaux. Mais je ne sais pas vraiment si le chemin de fer leur est utile. Y a-t-il eu des compensations financières faites aux nomades de la région? Une industrie engendre toujours des destructions. Alors nous compensons les pertes entraînées par l'exploitation des gisements. Gazprom verse à chaque adulte 28 € par mois et finance divers projets de développement dans la toundra. Cet argent permet de payer des aides sociales et de construire des villages dans le nord. Vous pensez que c'est un progrès pour les habitants de la toundra? C'est à eux de décider s'ils trouvent que c'est un progrès ou non. Mais la civilisation gagne du terrain, oui. C'était une visite très intéressante. Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est à quel point il était parfaitement rodé pour s'adresser aux médias. Cet homme ne répondra jamais franchement à une question. Il y a sans aucun doute certains avantages pour les nénètes. Les impôts versés par l'industrie du gaz à l'administration régionale servent à financer des écoles et des centres médicaux dans la péninsule de Yamal. Ce qui me fait peur, c'est qu'il s'agit d'une industrie très puissante et qu'à mon avis, rien ne peut l'arrêter. Peut-on dire que ces industriels rendent véritablement un service aux nomades? Ou bien est-ce un moyen d'éradiquer discrètement leur culture? La production de gaz devrait tripler ces 15 prochaines années. L'impact sur le peuple nénète ne fait que commencer. Le jour n'est pas encore levé que la famille est déjà sur le départ. Fais un nœud avec. C'est le jour du grand voyage, l'essence même du nomadisme. Pour moi, c'est totalement idyllique. Quand j'étais petite, je voulais être une nomade, ou une gitane, ou travailler dans un cirque. Je voulais me déplacer tout le temps. Kostya, Natacha, leurs voisins et leurs reines partent vers de nouveaux pâturages. Et je vais faire le voyage avec eux. Tire du côté de la porte. Tout doit être rangé et attaché à un traîneau bien précis. Sur ce traîneau.
Il y a encore 5 minutes, tout le monde était assis, très détendu, à boire du thé. Et tout à coup, le campement se retrouve démonté en quelques minutes. Prends-les par le milieu. C'est comme manipuler des baguettes géantes. Tu peux le porter jusqu'à l'autre traîneau? Kate, tu es forte. Très forte. Il faut 3 heures pour charger toute la vie de 3 familles sur 33 traîneaux. Le voyage est une fête haute en couleurs. Les traîneaux sont ornés de cloches et de pompons en cuir rouge et les rennes portent des harnais colorés. C'est très beau. C'est fait en quoi? Cette partie est en bois de renne et celle-ci en ivoire de mammouth. C'est du mammouth? Oui, oui. C'est vrai? Oui, c'est en mammouth. Et il vous arrive de trouver des mammouths parfois dans la toundra? Oui. Certains trouvent encore de l'ivoire de mammouth le long de la rivière. Parfois des défenses entières. C'est mon grand-père qui m'a donné ces pièces. Elles sont très vieilles. Tout est prêt. Nous pouvons partir. Nous empruntons la route gelée qui longe la voie ferrée, le troupeau sur nos talons. Kostya et Natacha ont parcouru près de 500 km depuis le mois de septembre et ne sont plus qu'à quelques semaines de marche de leur pâturage d'hiver. Le soleil se couche lorsque nous quittons la route pour nous enfoncer dans l'immense toundra. Six kilomètres plus loin, nous arrivons au nouveau campement au moment même où le vent se lève. Voici notre nouveau chez nous. Ce que je ressens plus que tout, c'est l'attachement qui unit ces nomades et leurs reines. C'est une osmose qui permet aux hommes et aux animaux de résister dans cette nature extrêmement sauvage. Et ils ne se contentent pas de survivre. Ils mènent une vie enviable et aboutie. C'est drôle.
Je viens de surprendre Natacha en train de dorloter ses rennes. Elle se laisse complètement attendrir quand elle sort avec des morceaux de pain pour nourrir ses bêtes préférées. Dont tu fais partie, pas vrai? Je n'ai pas de pain. Tu es un renne, tu manges du lichen. Les rennes sont choyées car les nénettes ne peuvent tout simplement pas vivre sans eux. Tu dois attraper un renne aujourd'hui? Oui, on n'a plus de viande. La viande de renne est la base de leur alimentation. Un animal adulte peut permettre à une famille de manger pendant 1 mois. Kostya est en train de tuer un renne en ce moment même. Il commence par l'assommer d'un coup de hache sur la tête. Puis il le poignarde dans la nuque et en plein cœur. Il est déjà mort. Ce n'est pas un mâle reproducteur. Il a été élevé spécifiquement pour sa viande. Rien ne sera gâché. Les nénettes mangent certains morceaux crus. C'est le cœur. La graisse et les abats doivent être consommés tant qu'ils sont encore chauds. Tu vas saler le sang? Le sang est considéré comme un mets délicat. Kostya le sale pour éviter qu'il gèle. Un tout petit peu, Kostya. Mais le luxe absolu, c'est le foie cru et chaud. Parfait. Je dois tout manger? Comme ça? Je peux n'en manger que la moitié. Mange ce que tu peux. C'est tout un processus mental de manger ça. Je peux pas dire que ce soit très bon, mais le goût n'est pas trop fort. Et bizarrement, la texture est croustillante. Je pensais que ce serait mou, parce que j'en ai toujours mangé cuit. Les 3 familles se rassemblent autour de la carcasse, mais nous demandent de ne pas les filmer de près. Les nénettes ont longtemps été la cible des médias russes et étrangers. Ils les traitaient de sauvages, voire de vampires, parce qu'ils mangeaient de la viande crue. Cette pratique s'explique par le fait que la viande est fraîche et encore chaude. Il fait si froid qu'elle sera dure comme du bois dans quelques minutes. Les nénettes fabriquent presque tout ce dont ils ont besoin. Les traîneaux, les harnais, les tchoums et tous leurs vêtements. Pendant que Kostya sculpte des bois pour les vendre, Natacha fait du fil avec des tendons de renne séchés. Ça vient du dos de l'animal. Je m'en sers pour faire des vêtements et des bottes. C'est très solide. On peut dire que c'est le fil de la vie pour les rennes et pour les nénettes. Tu veux essayer? Comme ça. J'ai coincé mes cheveux. Je l'ai tressé avec une de mes mèches. Mouille un fil plus fin avec ta salive. Comme ça? Et essaie de l'entortiller comme ça. C'est bien. Tu as fini. Tu es doué de tes mains.
Si tu restais avec moi cet été, je t'apprendrais à coudre. Ne me tente pas. Allô? C'est l'un des fils de Natacha et Kostya. Tu es où? À la maison. Vous avez levé le camp? Oui, hier. Et vous, tout va bien? Oui, on va bien tous les deux. Tant mieux. Je te rappellerai bientôt. Au revoir. Leurs 3 fils sont à l'école. C'est l'héritage de l'ancien système soviétique qui voulait que tous les nénets soient alphabétisés. La plupart des enfants doivent aller en internat. C'est difficile d'envoyer vos enfants à l'école? Ils doivent y aller. Et ils n'apprendront rien ici dans la toundra. Est-ce qu'ils reviennent passer les vacances avec vous? Oui, on ira les chercher pour les vacances après le 24 décembre. Et Papa Neya, à quel âge elle va aller à l'école? À 7 ans. J'espère que mes enfants seront plus chanceux que moi. Je voulais continuer mes études pour être médecin. C'était mon rêve. Mais ma mère n'a pas voulu. Alors je suis restée dans la toundra et j'ai arrêté l'école. J'ai une vie très différente. Mais c'est bien quand même. Si vous parlez d'études à Natacha, vous voyez tout de suite qu'une légère tristesse l'envahit. Elle aurait adoré aller à l'université. Et bien qu'elle et Kostya soient profondément liés à la toundra, je suis curieuse de voir le choix que leurs enfants vont faire. Mais seront-ils réellement en mesure de faire ce choix? Ou est-ce que l'exploitation du gaz et le climat vont les priver de leur libre arbitre? Je ne sais pas. C'est la dernière matinée que je passe avec Natacha, Kostya et leur famille. Merci infiniment pour ton aide. Merci de m'avoir prêté ton magnifique manteau. Je me suis sincèrement attachée à leur famille. Ce départ va être très dur. Viens là, Papa Neya. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Leur vie est incroyablement difficile. Non seulement parce qu'il fait très froid et qu'on est au nord du cercle polaire, mais aussi parce que c'est une vie en marge. Merci. À bientôt. Tu seras toujours la bienvenue ici, on t'attendra. Partout, les familles nomades s'adaptent ou évoluent si vous préférez et s'approprient les éléments du monde moderne qui leur conviennent. J'ai le sentiment qu'ici, ils ont déjà fait tout ça, mais que l'influence extérieure est trop forte. Elles grignotent de plus en plus leur vie et de façon insidieuse. Tout simplement parce que la péninsule de Yamal n'est qu'un immense gisement de gaz. Merci, Kostya. S'il te plaît, reviens nous voir. Merci.
Ce n'est pas une poignée de nomades qui va arrêter un projet d'une telle envergure. J'espère vraiment me tromper, mais je n'en suis pas certaine. Et ça me rend profondément triste.